Un exemple, un jeune entraîneur qui auparavant était assis commence à rater quelques entraînements et vous discutez avec lui, il vous dit qu'il ne sait pas trop, qu'il s'amuse au moins et qu'avant, et que d'un coup, il a un peu moins envie de venir s'entraîner. Vous lui demandez ce qu'il amusait avant. Parce que comme je l'ai dit, le sentiment de plaisir évolue. Ce n'est pas parce qu'il y a tel moment, telle ou telle chose vous plaisait, qu'un an plus tard, ça vous plaît encore. Et on a dit également le plaisir peut venir, la perte de plaisir peut venir du contenu, des rapports avec l'enseignant, de ses propres envies et besoins, de l'image ou bien de l'objectif que vous êtes fixé. Ça peut être aussi un objectif, une perte de plaisir, due à des contraintes. Parce que, comme on a pris des exemples, une autre discipline nous intéresse, les parents ne sont pas forcément. Parce qu'ici, vous n'avez même pas souligné un aspect fondamental et qui impacte sur la pratique sportive des jeunes adolescents ou bien, par exemple, en Europe. C'est la volonté et la disponibilité des parents. Si un papa n'est pas capable de venir t'accompagner aux entraînements, de venir être prêt en match, parce que les parents, c'est les parents qui accompagnent là-bas, si un parent ne s'implique pas dans le projet sportif de son gamin, il a de fortes chances d'abandonner. Beaucoup de pratiques où font les choses en fonction des parents. Donc, les parents ont un impact clair. Mais ici, on part, l'enfant se débrouille, et le jour où il commence à, les recruteurs commencent, on dit que ton père, tes parents, et on le suivi. Donc, ce n'est pas forcément la même méthodologie, la même mentalité, et ça impacte. Donc, si on a dit, le plaisir évolue. Qu'est-ce qu'il trouvait drôle? On continue à poser des questions. Qu'est-ce qui lui permettait de retrouver du plaisir dans sa pratique? Que pourriez-vous faire? Écoutez attentivement ses réponses, mettez en place ce qui lui permettait de renouer avec le plaisir ressenti. Par exemple, pour un sportif, vous êtes passionné par les courses. Vous vous entraînez depuis des années et vous courez différents marathons. Pendant longtemps, votre plaisir et votre motivation provenaient du fait que votre capacité à améliorer sans cesse votre chrono. Depuis 6 mois, vous savez que vous avez atteint votre plafond et vous êtes à la limite du chrono possible pour vous. Posez-vous et demandez-vous qu'est-ce qui pourrait vous amuser aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, au début de votre pratique, votre plaisir c'était la performance. Vous avez tout gagné. Qu'est-ce qui peut vous motiver à continuer la pratique? Vous avez atteint votre plafond. Ça peut impacter sur votre plaisir. Alors, par exemple, courir non plus dans la ville, mais dans la campagne, en vous préparant des itinéraires à travers les bois et sur les territoires parce que vous aimez courir en milieu, un peu sauvage. Courir nécessitera que vous changiez vos habitudes. Effacez 15 à 30 minutes de voiture pour atteindre le site des lieux. Donc, vous n'arrivez plus à performer dans la salle. On change le contexte, on change les conditions d'entraînement, on essaie autre chose pour voir si ça peut susciter votre plaisir. On a dit, même le contexte, l'entraînement et les infrastructures peut être une cause de perte de plaisir. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que l'enfant peut perdre du plaisir quand il n'est pas accompagné par ses parents. Je ne peux pas dire comme ça, mais dans le fond. Ok. C'est-à-dire au cas d'un enfant qui n'est pas, tout le temps il voit les autres accompagnés par un enfant, tout le temps est frustré. Oui. C'est que les autres enfants sont accompagnés jamais lui. Oui. Aujourd'hui, il a grandi. Il a perdu le plaisir un peu dans tout ce qu'il a essayé de faire. Oui. Les parents ne peuvent plus l'accompagner. Comment est-ce qu'on le ramène sur lui? Tu mets dans la question que tu poses beaucoup de choses. Mais, et tu aussi la réponse. Parce que j'évite souvent de traiter les sujets qui ne font pas appel à mes outils. Comme tu soulignais, c'est dû au fait peut-être qu'il aimerait que son parent ait un problème affectif. Et moi-même, quand on parlait de sentiment d'appartenance, j'ai dit beaucoup d'enfants ne pratiquent pas de sport parce que leurs parents ne sont pas disponibles. Je l'ai posé comme problème. Si on arrête, mais est-ce que tu dois te faire la navette, que je vais aller te chercher pour t'amener? Beaucoup de coachs ont fait ça, ils sont allés prendre des enfants à la maison, signer des bons d'engagement pour les parents, nanana, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Mais c'était des responsabilités
des risques qu'il faut éviter. Moi, j'ai pour principe, je ne peux t'amener au top niveau de performance que si tu es motivé. Je peux tout apprendre au basket, même décupler ta motivation, mais je dois m'appuyer sur quelque chose qui existe déjà. Je ne peux pas te forcer. Si tu viens, un enfant qui n'est pas motivé, tu vas lui apprendre la défense agressive, l'attitude défensive, comment? Tu vas transformer sa posture, ça ne l'intéresse pas. Comment un enfant qui a la tête ailleurs, tu vas lui parler de concentration? Tu vas lui parler de, je ne sais pas quoi, d'autonomie. Il vient aux entraînements pour essayer de faire 50% de ce que lui. Comment tu vas l'amener à prendre lui-même, à prendre tout seul, je ne sais pas quoi, le centre banane? Parce que tu sais, le centre banane, il faut un nombre de ballons, il faut taper, aller chercher les ballons. Il doit prendre son temps. Comment vous n'avez pas fait une séance de lancer franc? C'est les enfants motivés qui vont prendre le surplus de leur temps pour travailler cette technique. Les meilleurs de vos joueurs, toutes leurs techniques, ce n'est pas forcément ce que vous leur avez appris. C'est ce qu'ils sont innés avec eux. Mais ils ont répété ça quelque part, ils ont capté ça quelque part. Il y a eu un déclic en eux. Tous vos joueurs qui feront un surplus viendront 15 minutes avant pour tirer, même si c'est le tir, qui attendront 10 tirs après la fin de la séance, vont évoluer. Parce que neurologiquement, mentalement, sur le plan motivationnel, sur le plan mental, ils sont forts. Et ils ont un pilier, le quatrième pilier encore plus solide. Toutes les actions que je vous dis de manière individuelle, comme on l'a dit, c'est quoi sa préparation mentale? Techniquement, physiquement, tactiquement, il est au point. Mais quels sont les exercices qui le permettent de renforcer ce côté-là? Ce n'est pas des exercices, c'est des attitudes, c'est des décisions, c'est des organisations, c'est des échanges qui permettent de prévenir tout cela. Ok? Donc, on a dit qu'il suffit, comme je l'ai vu dans cet exemple, de changer que le décor. Lui expliquer qu'aujourd'hui, le fait qu'il ne poursuit plus le chrono peut être une source de motivation. Il doit donner une raison. Il peut par exemple courir maintenant pour des œuvres caritatives. Moi, j'ai déjà tout gagné. Moi, je veux peut-être me donner beaucoup des grands sportifs dans leur période de reconversion, viennent toujours s'associer leur image pour aller dans des clubs, pour aller parler aux jeunes, pour le fait. Conseiller éducatif, on a quelqu'un, tel joueur va venir, il va parler de son expérience. Il va nous dire comment toute sa carrière a été nanani nana. Oui. Il va aller faire un match de gala avec. Ça va me redonner encore. Parce que le plaisir a évolué, ça s'est taré, il va le chercher dans d'autres activités. Le sentiment de progrès. Comme on dit, comment le sentiment de progrès impacte-t-il notre motivation? Si je ne le sens plus, si je ne sens plus que je progresse, si j'ai l'impression de stagner, sans perspective d'amélioration, on a dit risque de découragement à moyen terme, même si tous les autres ingrédients sont là. Si l'enfant plafonne, il faut nuancer le sentiment de compétence et le sentiment de progrès. Souvent, quand on fait pour les distinguos, ça se chevauche. Pendant mes 3 dernières années de pratique, j'ai fortement progressé. Mais à présent, je ne progresse plus. Je ne vois pas comment réussir à progresser encore. Il me semble que j'ai atteint ma limite. Comment instaurer ou réinstaurer le sentiment de progrès? Comment agir sur ce sentiment de progrès? Là encore, c'est rien de compliqué. Il faut mettre en place un programme qui va permettre de renouer avec le sentiment de progression. La progression à viser ne concerne pas forcément le résultat final. Il peut suffire de viser une progression sur les résultats intermédiaires et techniques. Lui, il pense qu'il est déjà, il n'a pas progressé, il ne marque plus les buts. Je reprends encore mon exemple, il n'est pas à droite. On va commencer à parler dans l'analyse du tir au basket des appuis. Rien que le regard, la fixation, rien que préparation des mains, comment est-ce que tu viens prendre le ballon? Est-ce que tu as préparé tes mains? Il y a des gens qui prennent la main. Alors que moi, je vais te dire, au basket, quand tu demandes le ballon, tu es un tireur, tes mains sont bien préparées. Et quand tu m'amènes dans le centre, rien que ça, avant de parler de l'adresse de panier qui est entrée, on va se concentrer sur la biomécanique de ton tir.
Et moi, je veux te dire, par mon analyse vidéo, voilà, avant tu tirais comme ça, maintenant tu tires comme ça, c'est un plus. Avant ton coude était sorti, maintenant c'est là, c'est un plus. Avant tu prenais tes tirs, le bassin était là, maintenant tu es vraiment équilibré, c'est un plus. On va aller dans ce qui est pour dire, ce n'est pas seulement le but qui est le plus important dans la pratique, mais c'est aussi le moyen. La mécanique, le geste technique, on va l'analyser. Pour te dire, voilà les objectifs pour atteindre. Et là, quand il aura réussi, là tu as progressé. Là, on tend vers le point final. Et si vous avez appliqué cela comme il se doit, il va atteindre son objectif. Donc, progresser, c'est ça. Pour un entraîneur, un jeune a progressé vite durant les premiers mois de sa pratique. Et à présent, il doit attendre de passer des paliers techniques pour progresser à nouveau. Plus tard, il commence à perdre sa motivation. En attendant qu'il atteigne son prochain palier, vous vous assurez que le sentiment de progrès est présent en découpant les étapes qui vont le mener jusqu'au prochain palier. Exemple, plutôt que de lui apprendre le top spin en une fois au ping-pong, vous découpez l'apprentissage dans le top spin en plusieurs étapes. Chaque mois est consacré à une étape. Un enfant, vous savez souvent les génies que vous prenez là, depuis là tout absorbé, et finalement vous n'arrivez pas à lui faire passer un autre palier. Il faut disséquer, étape par étape, palier par palier, et lui apprendre ça. Parce que tant qu'il estime qu'il ne pourrait pas, il y a beaucoup de joueurs qui ne pourraient pas. L'année dernière, il mettait 20 points. Le coach, si je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu là, il n'arrive même pas à mettre 20 points. On ne va pas dire encore à Bouchou. Je marquais, je marque, maintenant je ne marque plus. Il a le sentiment de ne plus progresser. On va mettre les attaques. On va dire que compte tenu que c'est un nouveau coach, il est en train de reconstruire déjà le fait de faire part. Il faut que tu maîtrises son système de jeu. Quel est même ton rôle? Est-ce qu'il te prend comme un pilier, comme un pivot, comme déjà on va dire, bon, allons là, laissons même le coach d'abord. Physiquement, tu prends de l'âge. Est-ce que tu es capable de refaire les coups? Là, on va parler des piliers, des étapes, des étapes, des étapes. Ok? Donc, ainsi, il peut voir qu'il progresse et conserver son sentiment de progression. Important. Présenter les étapes à passer et montrer qu'il progresse sur ces étapes. C'est le sentiment de progrès qui importe. S'il progresse sans s'en rendre compte, cela n'impacte pas positivement sa motivation. J'espère que c'est clair. L'enfant peut progresser et ne pas avoir conscience. Vous, le préparateur mental ou bien son coach, vous devez lui montrer en quoi il a progressé. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il savait faire avant? Qu'est-ce qu'il sait faire maintenant? Même si ce n'est pas forcément, souvent le sentiment de progrès, c'est par rapport aux objectifs que lui-même s'est fixés. Ou bien par rapport aux échecs qu'il endure. Ou bien sa capacité à répéter, être constant. Mais non, tu fais quand même déjà ça. Tu réussis à faire ça. Donc, c'est le sentiment de progrès qui nous intéresse pour l'instant. Point sportif, vous avez atteint le plafond de verre, vous ne progressez plus, vos niveaux stagnent depuis les 3 mois. Voilà, visez plus l'objectif final, passez par un niveau supplémentaire, mais des micro-objectifs. Ce n'est pas la fin qui justifie les moyens. Du point A au point B, vous pouvez d'abord choisir le point A'. C'est votre capacité maintenant d'analyse, vos connaissances pédagogiques qui vont vous permettre de pouvoir disséquer le tir en plusieurs étapes, la passe en plusieurs étapes, le jeu en plusieurs étapes. Comment est-ce que vous allez disséquer pour qu'il puisse avaler et surtout se rendre compte qu'il avance. Ok? Le sentiment d'engagement. Comment le sentiment d'engagement impacte-t-il à la motivation? Si je ne me sens pas engagé pour investir dans un sujet, l'action n'a pas de sens pour moi, je ne suis pas motivé. On me dit d'étudier, comme je vous ai pris l'exemple d'informatique tout à l'heure. Voilà un exemple pour l'engagement. J'ai trouvé le lien, je ne me sens pas engagé ni investi dans cette action, elle ne parle pas, c'est vos motivations. Trouvez toujours le lien entre ce que le joueur veut et ce que vous voulez l'obtenir et trouver la corrélation. Ne cherchez pas à imposer votre idée. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie? Moi j'attends ça. C'est quoi le lien? C'est quoi le compromis entre nous? Ok?
Donc, comment y instaurer? Il faut donner du sens à l'action en leur ayant un ingrédient motivationnel. Hein? On m'explique qu'il faut du temps pour être reconnu, pour vivre de ma plume dans la vie, comme je l'ai expliqué. Nous sommes tout de suite engagés par ce projet sur des études en informatique et dans le sens pour moi. Nous sommes pour un entraîneur, un jeune homme de l'agressivité pendant le match, j'ai pris cet exemple. Ce joueur à qui on dit tu le manges, le découpe-le. Hein? Vous avez beau lui répéter qu'il doit vouloir gagner, qu'il doit trouver en lui la volonté de faire manger le tapis à son adversaire, rien n'y fait, il n'est pas engagé avec l'entraîneur. Votre langage ne lui parle pas. Okay? Vous discutez avec lui pour identifier ses ingrédients motivationnels. Vous lui posez la question du type, qu'est-ce qui t'intéresse dans ta pratique sportive? Qu'est-ce qui te motive dans ce sport? Vous lui suggérez des idées. Est-ce que c'est le fait de gagner, de vaincre l'autre? Quand je te dis d'avoir la arme, de monter en agressivité, de battre l'autre, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que ça te motive? Et vous écoutez ses réponses. Il faut répondre que non, car c'est Dieu, son adversaire est un sportif comme lui, et il n'éprouve aucune haine à son égard et n'a aucune envie de lui faire mettre la tête sur le tapis. La domination de l'autre n'est pas un ingrédient motivationnel pour lui. La violence n'est pas, ça ne lui parle pas à lui. Ok? Vous continuez avec cet échange et vous indiquez que ce qui lui plaît dans son sport, c'est plutôt l'excellence de la pratique. Faire le meilleur geste au meilleur moment, il conçoit son sport un peu comme un art individuel. Et c'est ce qui l'intéresse, c'est d'exercer cet art au meilleur niveau possible pour lui et donc de le faire le meilleur exact. Voilà, vous connaissez son ingrédient motivationnel. Ce n'est pas la domination de l'autre, c'est exécuter le geste parfait. L'échange vous permet de connaître l'ingrédient motivationnel. Pourquoi il fait ça? Ou bien pourquoi il ne fait pas comme ça? Et quand vous avez à lui demander de tout donner en maths, vous n'allez pas lui dire, vas-y, mets la tête dans le tapis, mais vas-y, sois parfait dans ton sport. Montre-moi le geste parfait du meilleur défenseur. Ok? Il va tout donner et vous aurez le résultat et la performance attendue. C'est à vous et non à lui que parlait l'ingrédient de la arme. C'est pas pour ça que vous allez utiliser cet ingrédient avec lui. Mais il ne parle pas à votre sportif pour engager une personne dans une action. Vous devez parler avec son langage motivationnel. Sauf si on a grandi dans les mêmes quartiers, les mêmes codes, on peut commencer à parler de. Sinon, faites l'effort de connaître le langage motivationnel. Qu'est-ce qui motive ma joueuse? Hein? Est-ce que c'est que je lui ai promis? Ou bien est-ce que je lui ai dit clairement ce qu'il doit faire? Est-ce que c'est la consigne qui doit être claire? Donc, c'est à vous de trouver le juste milieu. Donc, éprouver ce sentiment permet de créer naturellement la motivation. Pour effectuer une tâche et se sentir motivé, mettre en place le sentiment d'engagement, il faut donner du sens à l'action en leur ayant réalisé les liens motivationnels de la personne concernée. Là, on parle du tableau qui parle de la non-motivation à l'hyper-motivation. Au début, on n'a pas envie de faire, ne pas avoir envie de faire une action. Ensuite, on a parlé de la motivation extrinsèque, liée à une régulation externe. Quand vous faites quelque chose sous la contrainte pour éviter une sanction, au début, les gens le font parce que début la sanction. Ensuite, nous avons le premier niveau de la motivation. La motivation extrinsèque liée à une introjection. L'introjection fait le fait d'intégrer dans soi des éléments extérieurs. Exemple, à force de voir votre père jouer au tennis, vous trouvez ça bien et vous l'intégrez comme si ça vous appartenait. À force de voir vos amis aller au foot, finalement, au début, comme on dit, on vous force. Viens ici, qu'est-ce que tu fais? Viens à la maison. Je n'ai pas envie. Après, oui, finalement, j'ai un peu envie. Maintenant, c'est que les autres trouvent, moi aussi je trouve ça bien. Le deuxième niveau de la motivation vient du fait que la motivation est liée à une identification.
Motivation liée à des bénéfices secondaires réels. Vous n'avez pas envie de faire de la boxe. Vous commencez à en faire et finalement, vous aimez bien, vous perdez du poids, vous appréciez la communauté des boxeurs, vous aimez bien votre entraîneur. Comment vous tirez du profit. Ça, c'est le deuxième niveau et beaucoup sont au deuxième niveau. Ok? Et le troisième niveau de la motivation, c'est la motivation intrinsèque. Ça vient du coup maintenant. Okay? Motivation réelle qui permet, qui dure et qui vous fournit l'énergie suffisante. Comme on a dit, beaucoup de joueurs dans la motivation sont toujours au deuxième niveau de motivation. Et votre rôle peut être de leur passer au troisième niveau. Donner du sens à sa pratique. Caractéristique forte. Pour les gens qui ont un troisième niveau de motivation, 1. Ils ont un plaisir de la pratique concrète. 2. Sentiment de compétence et de progrès. 3. Un sentiment d'engagement ou d'investissement. Donc, ce sont les 3 sentiments qui portent l'hypermotivation. Quand vous voyez quelqu'un qui est déjà motivé, il a envie de faire, il prend du plaisir, il est compétent, il progresse et il est engagé. Beaucoup sont comme ça, mais ce n'est pas les autres. On a compris qu'il n'y a pas que ça. Ces 3 sentiments peuvent vous donner l'état d'être super motivé, mais à côté, il y a encore quoi qu'il faut veiller: l'autonomie, l'appartenance et oui, il est bien engagé. C'est ça, parce que j'ai mis compétence et progrès en même temps. Donc, c'est l'autonomie et l'appartenance qui sont aussi super importants. C'est bon? Donc, c'est que mon chemin des niveaux de motivation que nous devons voir, c'est que nous pouvons être portés par différents types de motivation. Il y a des motivations moyennes ou assez fortes. Elles se mettent en place lorsque nous pratiquons un sport ou faisons quelque chose parce que l'occasion s'est présentée. Ok? Et puis, il existe l'hypermotivation, celle qui nous permet de renverser les montagnes, qui nous donne la force de passer les obstacles, de rebondir sur les échecs, etc. Et comme on a dit, plaisir, compétence, progrès, engagement. Sens intrinsèque personnel, c'est fondamental. Je n'ai pas dit que rien n'est important. J'ai dit voilà ce qui fonde l'hypermotivation. Moi, la question de savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas de l'hypermotivation, quels sont les sentiments qui portent l'hypermotivation. Ce sera le sentiment de plaisir, de compétence ou de progrès et d'engagement. Mais les autres sont aussi importants. Appartenance, autonomie. Voilà, on parlait, qu'est-ce que le sens intrinsèque fondamental? Ce sens intrinsèque, vous ne pouvez pas le créer comme vous pouvez créer les autres sentiments. En effet, les outils de la préparation mentale ne savent pas faire ça. On est déjà dans ce qu'on ne peut pas faire. Le sens fondamental, je vous l'ai dit, c'est propre à la personne. Pourquoi? Sans doute parce que les conditions de sa mise en place sont vraiment nombreuses et complexes. Pour l'instant, et peut-être pour longtemps encore. Cela dit qu'il y a des choses que vous pouvez faire et qu'il y a de bonnes chances de monter en degré de votre motivation, de vous permettre de vous rapprocher de l'hypermotivation. Ça consiste à vous poser déjà les questions suivantes. Vous pratiquez un sport, ou vous occupez une fonction d'entraîneur, ou vous exercez le métier, quel qu'il soit, et vous posez les questions suivantes. Quelles sont les vraies raisons qui font que je pratique mon sport? Pour que j'occupe cette fonction, pour que je fasse telle action. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi là-dedans? En quoi le fait de faire ça en faisant quelque chose d'important à mes yeux? Ça, c'est quand on voit déjà. Donc, exemple, un sportif que vous entraînez commence à sortir de l'eau. Pour être talent, il est clair qu'il va falloir, qu'il va avoir besoin d'une motivation profonde et solide pour tenir le coup dans la journée et faire des efforts qui vont lui être demandés. Vous savez, il est sur une motivation de type extrinsèque. Il pratique ce sport parce que son père le pratiquait avant lui. Il n'a sans doute pas ancré sa motivation sur un sens fondamental personnel. Pour lui donner une chance d'être porté par une motivation à l'action et aux efforts bien plus forts que celle actuelle, vous mettez les actions suivantes. Installer le sentiment de plaisir, de compétence, de progrès et d'engagement. Vous lui expliquez le fonctionnement de la motivation en des termes simples pour qu'il comprenne que s'il réussit à trouver un sens fondamental à sa pratique, s'il s'identifie réellement quel sens a sa pratique pour lui,
intensément, alors il sera soutenu par une motivation bien plus puissante qu'auparavant. Là, les limites de l'outil motivation. Voyez, voilà un peu ce tableau aussi important. Parce qu'on va dire oui, c'est bien, mais à un moment donné, on doit savoir où s'arrêter. Je pense que c'est l'avant-dernier slide, on est déjà vers la fin. Les personnes qui fonctionnent normalement sans point particulier à noter, milieu professionnel, milieu emploi, impact des sentiments, faible motivation, on peut l'amener. L'outil motivationnel est efficace. Pour ces personnes-là, j'ai bien noté, pour les personnes qui fonctionnent normalement, sans point particulier à noter, là, l'outil motivationnel peut fonctionner. Si la baisse de motivation est causée par une baisse de changement motivationnel, l'outil motivation est ultra efficace. Personne normale faible motivation, milieu professionnel, sport, impact des changements motivationnels qu'on a énumérés, la motivation va décupler. À l'inverse, limite, on dit, si une personne souffre d'une maladie psychique, dépression, état de deuil, etc., l'outil motivationnel est inefficace. Si la baisse de la motivation est causée par une maladie psychique ou une mauvaise santé psychologique, l'outil motivationnel n'a aucune efficacité et ne doit pas être utilisé. Ne tentez pas le diable. Les outils de la préparation mentale ne remplacent pas l'action du psychologue, du médecin ou du thérapeute. Il faut l'utiliser, l'outil motivationnel, qu'avec des personnes en bonne santé psychologique. Beaucoup de gens ont posé la question, c'est quoi nanani? On dit, les problèmes des psychiatres, c'est à eux de gérer. Les problèmes des psychologues, eux gèrent. Si quelqu'un a un problème psychique, pardon, on va voir le psychologue. Quand tu seras guéri, moi je vais gérer ta motivation parce que je vais gérer tes routines, t'aider à aller fixer les objectifs parce que, mais, psychiatre va voir le psychiatre. Ne venez pas maintenant pour aller adopter le jamour. Sortez-moi 2 ou 3 personnes, je vais les gérer. Que je suis un médecin. Non, on n'est pas médecin. Vous n'êtes pas médecin de sport. Tu es d'accord avec moi? Ne vous sortez maintenant. Dans mon équipe, là, il y a plein de délégats là. Tata l'autre, et envoie ton enfant délégant là, il jette tous les outils maintenant. Je vais envoyer le mois, il va passer une semaine de vacances chez moi. Je vais créer la scène Zara. Vous connaissez la scène Zara? Ceux qui ne connaissent pas. Mais vous êtes beaucoup à ne pas connaître. Hein? Qui connaît? Qui connaît? Voilà. Tu ne connais pas? C'est que tu ne peux pas le connaître. C'est du nom que tu connais. Voilà! Capitaine Domato. Il faut taper sur Google. Non. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Là, on vient de boucler et vraiment explorer de fond en comble, aiguille après aiguille, l'outil motivationnel. Vous avez vu que même en 4 heures, après ça, il faut maintenant aller pratiquer. Est-ce qu'il y a des questions là? Ou bien on dit ce qui se conçoit bien? Oui? Parlant par exemple d'un enfant, est-ce qu'on peut orienter la motivation? Si peut-être l'enfant exerce, a commencé à exercer une discipline juste pour s'amuser, et qu'on voit en lui des compétences plus cognitives.